super fort. Bienvenue à cette projection de Photogénico. Je suis Lucie, bravo. Je suis Lucie de l'Acide. On est une association d'action culturelle. On fait pas mal de choses à l'année, dont une programmation à Cannes. Et la spécificité de l'Acide, c'est que c'est une asso de cinéastes qui accompagne d'autres cinéastes. Ouais. Et Romain, qui ici est un cinéaste de l'Acide et va parler de Photogénico. Je ne veux pas vous en parler tout de suite, mais vous dire déjà deux mots de cette sélection cannoise. C'est une sélection à Cannes particulière, elle a au moins deux spécificités. C'est que c'est une sélection qui n'est pas ouverte à concours, c'est-à-dire que c'est une sélection non compétitive. Et l'autre spécificité de cette sélection, c'est que c'est un collectif complètement horizontal de cinéastes qui l'établit. Et du coup, voilà, on a vu à 13 cinéastes cette année, on a vu environ 600 longs métrages. Et je peux vous dire que parmi ces longs métrages est apparu Photogénico, ça a été vraiment un moment extrêmement joyeux pour nous. Parce que c'est un film que j'ai envie, moi, de défendre, enfin qu'on a envie de défendre, nous, cinéastes de l'Acide, pour ce qu'il est, mais aussi pour la place qu'il a dans le cinéma français. Enfin, voir un film comme ça, c'est aussi se dire ah oui, c'est possible de faire du cinéma comme ça. Et vraiment, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc, je voudrais accueillir Benoît Sabatier, Marcia Romano, Christophe Faou, l'acteur principal du film, à nous dire deux mots maintenant. Et il y aura la suite de la projection. Ah, et Vénus, qui vient d'arriver, qui est une des actrices du film. Et voilà, on essaie de présenter le film très rapidement, mais suite à la projection, il y aura un temps de discussion et on pourra rediscuter avec vous de tout ça. Merci. Merci beaucoup d'être là. Voilà, juste, je ne vais pas trop dire, je vous laisse découvrir le film. Et puis après, on sera là pour en parler. Et puis c'est un film où vous verrez, la musique est très centrale et le compositeur sera là à la fin aussi pour échanger avec vous. Un des deux. Un des deux. Il essaye de faire croire qu'il est tout seul, mais ils sont deux. Christophe, vous voulez dire un mot? Non, là je suis pas prêt. Je suis pas prêt quand même, mais je pense que pour l'instant. Ouais, okay. Ouais. Et ben, du coup, on vous en dit pas plus pour l'instant. On vous souhaite une très bonne projection. Vous avez vraiment de la chance de voir ce film en avant-première et on sera là pour en discuter après. Bon, juste un petit avertissement. Il faut savoir que c'est un film sur la mort, c'est presque le personnage principal, excuse-moi Christophe. Non, bien sûr. C'est un film sur le deuil et plus particulièrement sur l'impossibilité de faire son deuil. C'est un film sur le désespoir et c'est un film sur quelqu'un qui touche le fond, qui n'arrête pas de toucher le fond. Et cinquièmement, c'est quand même le plus important, j'espère que vous allez y voir de la fantaisie et que vous allez pouvoir rigoler de certaines scènes ou de certains personnages. Voilà, bon courage, film. Rebonsoir. Je vais inviter Marcia, Benoît, Christophe, Vénus et François à venir me rejoindre. Je vais poser quelques questions à l'équipe, mais après, n'hésitez pas, il y a des micros qui tournent et si vous avez des questions vous-même à poser, à réclamer un micro pour leur poser les questions que vous voulez, leur faire les remarques. Donc ça va. Peut-être pour commencer. Oui, on s'approche, d'accord. Oui, parce que là on est loin. On les voit pas. Ah, d'accord. Vous êtes en ligne. Et donc je vous présente François Marché, le compositeur de la musique du film, parce qu'il n'était pas là. Ils sont deux. Ils sont deux, mais il y en a un. Il y a froid et dub. Là, on ne sait pas si c'est froid ou dub, mais en tout cas, c'est l'un des deux. Bah, peut-être qu'on peut justement profiter de ta présence, Françoise, pour te demander et demander à Marcia et Benoît un peu comment s'est nouée un peu
la musique et l'écriture et le tournage, comment on voit bien que dans Photogénico, la musique est très importante et qu'elle est importante pour vous. Et comment tout ça, c'est le sujet du film. Et Froid Dub, pourquoi? Parce qu'en fait, François habite à côté d'ici, donc c'était pratique. Mais on voulait vraiment faire un film sur qui va de la mort à la vie, à l'espoir. Et quel est le fil conducteur? C'est la musique. Et nous, on a une admiration sans borne pour François et Stéphane. Et travailler avec eux, c'était génial, quoi. Comment vous avez fait pour leur faire comprendre un peu ce que vous cherchiez? Est-ce que vous leur avez donné carte blanche ou est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez? Bonsoir. En fait, on connaît Benoît et Marcia depuis longtemps et sont vraiment des fans de musique. Donc travailler avec eux, en fait, ça a été vraiment un bonheur absolu. C'est-à-dire que parfois, on travaille avec des gens qui font des commandes et qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Eux, ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient. Et on a travaillé en 2 temps. On a travaillé au début sur la musique du groupe Photogénico pour les besoins du tournage. Et ensuite, on a fait le score, la bande originale du film, avec des musiques témoins, des espèces d'indications, de direction à prendre, qu'on a suivi, mais comme on est des très mauvais copistes, on avait ça à notre sauce, ce qui fait que ça a donné un peu tout ce fatras musical, voilà, qui peut-être est cohérent ou pas, je ne sais pas. Voilà. Et je crois que la musique va sortir bientôt, c'est ça? Oui, alors la musique va sortir le 25 novembre, la bande originale sort le 25 novembre en vinyle. Vous pouvez la trouver sur Bandcamp, le Bandcamp du label de l'audio, et à écouter sur les plateformes de streaming classiques, Deezer, etc. J'en profite qui t'a donné les dates parce que j'ai peur d'oublier plus tard. Donc Photogénico sort en salle le 10 décembre. 11 décembre. Le 11 décembre. Ouais. Ça sort en salle le mercredi 11 décembre. Et du coup, c'est une sortie qu'il faut soutenir. Donc allez retourner voir Photogénico, inviter les gens à venir le voir, etc. C'est parce qu'il y a des projections le 10 en bas. Ouais, il y a une projection, une avant-première. Enfin, c'est plus une avant-première. Mais du coup, la sortie, c'est le 11. C'est des fausses avant-premières. Moi, une des choses qui m'a beaucoup touché dans Photogénico, et encore, je le place toujours aussi un peu dans une sorte de territoire de cinéma français et de comment il fait aussi, comment il en sort, comment il est à côté. C'est tout le travail que vous avez fait en direction d'acteur. Je trouve qu'il y a un truc que à la fois vous cherchez un jeu complètement non naturaliste, qu'on pourrait presque nommer une forme d'overacting, comme ça, un surjeu, et pourtant j'ai l'impression que c'est on pourrait avoir peur que le surjeu crée une forme de distance, nous tienne à distance, et au contraire j'ai l'impression que le surjeu est toujours à la recherche d'une sorte de tient avec les personnages et l'émotion. Et du coup je me demandais comment vous avez travaillé le jeu ensemble. Christophe, tu veux parler? Non, mais vas-y d'abord, allez-y d'abord, parce que... Alors, mais je peux en prendre 2, hein. Non, mais c'est... non, mais c'est vous d'abord, enfin, je sais pas, on part d'une écriture... à l'origine. Bien sûr, mais à l'origine, c'est votre écriture, et donc dans l'écriture, déjà, il y avait quelque chose de... À l'origine, tout de suite, on voulait Christophe Paouk, vraiment, qui était un acteur qu'on adorait, et tout de suite, il est arrivé sur le projet, et on a bossé ensemble, et il va vous raconter comment. Il était un peu... réticent. Il était un peu chiant. Non, mais vraiment... Un peu tatillon, mais... Alors, ça, c'est mon côté extrême droite, un peu. Comment ils sont venus te voir, Christophe, un peu? Quand ils sont venus me voir au théâtre. Ouais. Ouais. Mais comment ils t'ont dit qu'ils voulaient que tu interprètes Raoul? Ah bah d'abord ils m'ont pas dit que j'allais interpréter Raoul. D'abord ils m'ont dit que j'allais interpréter le Couze. Et donc en fait j'ai lu le scénario et au bout d'un moment je me suis dit ok mais là les scènes elles sont bien chargées et tout et j'ai dit ok alors on fait ce film, ok mais qui va jouer Raoul, parce qu'il faut un acteur derrière qui assure.
Et donc après, Benoît et Marcia, ils m'ont dit, quand je leur ai posé la question, au bout d'une semaine ou 10 jours, ils m'ont dit, c'est toi qui vas jouer Raoul. Donc là, je me suis dit, ah ouais, donc là, il faut assurer, quoi. Faut y aller. Mais tu nous as engueulé. Ouais. D'abord, tu nous as engueulé parce que tu as dit, mais qui va jouer Raoul? Et personne t'a répondu. Mais je vous ai posé une question. Ah bon? Ouais, Ah merde. Voilà. Et tu nous as envoyé un mail avec marqué, je vous ai posé une question. Oui, mais ça, c'est ce milieu qui engendre ça. C'est parce que parfois, on pose plein de questions et on n'a pas de réponse. Voilà. Bon, bref, ça, c'est une Parce parenthèse. que nous, en fait, on voulait On vraiment... va pas faire que des parenthèses. On voulait vraiment que ce soit le rôle principal, mais on s'est dit, mince, on va lui proposer, ça correspondra pas et tout ça, donc on va lui dire, attends, lis le truc, tu seras plutôt le couze. Et après, on va l'upgrader. Vous l'avez piégé. Ah, vous saviez dès le début, vous. C'était Raoul. Oh, c'était compliqué. Oui, surtout que j'étais pas bankable. Enfin, je le suis toujours pas, mais alors, donc ça s'est fait quand même. Hein. Voilà. Bon. moi, vous m'avez raconté quand même que vous aviez montré à Christophe des films pour lui montrer un peu ce que vous cherchiez en jeu. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que vous lui avez montré? On lui a montré 2 films, on lui a dit vraiment, il faut que le personnage, Marcia voulait absolument que le personnage soit erratique, avec des hauts, des bas, quelque chose, tu vois, sur... Comme une mythe alimentaire, un peu, un vol. On peut pas l'attraper. Montrer vraiment comment le deuil déglingue le cerveau. Et donc on lui a montré 2 films, c'est Série Noire avec Devers et Le Rôti de Satan avec Kurt Rapp de Fassbinder. Et là il nous a rappelé, il a dit vous n'avez pas appelé la bonne personne, ça m'intéresse pas du tout. Là, Devers est complètement nul, Fassbinder c'est de la merde. Donc trouver quelqu'un d'autre, on lui a dit mais non, mais on veut de toute façon ce soit toi qui joues, si tu veux pas jouer comme ça, joue là comme tu veux. Il dit bon, ça me va. Non, mais après, donc, alors il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le scénario qui était donc pour moi assez monumental dans le sens impressionnant, et puis d'un point de vue philosophique qui était pour moi qui est très dense, quoi, très très riche. Et puis après, justement, pour ces références filmiques, après, ils m'ont vite parlé d'Alberto Sordi, le cinéma des années 60 italien, avec cet acteur qui est exceptionnel, fabuleusement tragicomique, qui donc correspondait parfaitement à Raoul. Donc en fait le travail s'est fait très rapidement parce qu'on a fait des lectures du scénario, avec des lectures en fait où on réfléchissait, on s'amusait à réfléchir sur la structure, sur les dialogues. Donc il y avait quelque chose, une relation qui se construisait comme ça ensemble. Et puis ensuite, il y avait effectivement donc ces références de films italiens des années 60 avec Alberto Sordi qui est absolument phénoménal et fabuleux, c'est un Peter Sellers puissance 10 quoi. Donc ça s'est construit ensemble en amont du tournage comme ça. Donc il y a une relation artistique un lien comme ça qui s'est développé et qui après pendant le tournage, puisque c'était un tournage qui s'est fait rapidement, ça a permis d'avoir ce lien de confiance qui était tissé ensemble, et puis tous les autres acteurs aussi qu'ils ont choisi. Justement, moi je me demandais, toi Vénus, comment tu as vécu la direction d'acteur par Marcia et Benoît? C'était une direction assez libre. Peut-être que pour Raoul c'était déjà un truc un peu plus avec pas mal de direction. Et nous, c'était un truc un peu, on arrivait avec notre identité, notre univers, et je pense que c'est plus les personnages écrits qui se collaient à nous que l'inverse. Du coup, c'était un peu une direction assez libre, en tout cas pour ma part. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que vous avez casté les personnages, vous avez réécrit en fonction des acteurs et des actrices que vous avez castés. Oui, une fois que, à part, c'est vraiment les 2 personnages qui sont un peu à part, c'est Raoul et John Arnold qui jouent le cousin, qui étaient des personnages beaucoup plus littéraires, ou je sais pas comment on dit, et tous les autres, en fait, on est plutôt parti de leur personnalité. Voilà, comme la personnalité de Vénus, celle d'Angèle Metzger qui joue Tina, ou Bella qui joue Brune. D'ailleurs, il n'y avait pas tant de filles, c'est ça dans le scénario? Non, si. Ah, je crois qu'il y avait une version où c'était des garçons, le groupe. Non, jamais. On m'a menti. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
Parce qu'on parle beaucoup, nous, mais n'hésitez pas à nous arracher le micro. Je voulais remercier Vénus parce que c'est vrai que c'était très libre Oui. sur le groupe Photogénico. Et vraiment, chacune du groupe a apporté quelque chose. Elle me disait, mais c'est quoi l'indication? Est-ce que je m'en bats les couilles? Est-ce que je compatis et tout? Je lui dis, fais-le comme tu le sens. Et elle le jouait à chaque prise d'une façon différente. Et c'était génial à chaque fois. Donc merci pour ton inventivité et tout. Et c'est-à-dire, est-ce que le film, il a beaucoup changé au tournage par rapport à ce que vous aviez écrit? Christophe, par rapport à ce que tu as écrit, il a, au début, effectivement, par rapport au scénario de départ, en fait, il y avait ça a bougé un petit peu sur la structure, mais vraiment très légèrement. Mais ça s'est construit ensemble dans cette phase comme ça de relecture, mais globalement, voilà, tout était déjà là parce que leur style qui effectivement. Alors tu parlais du surjeu, effectivement. Alors pour moi, ok, on peut qualifier de surjeu, mais finalement. Je l'ai dit pour te faire réagir d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Tu veux que je m'énerve? Mais non, mais c'est-à-dire que pour moi, il y a quelque chose c'est un personnage qui est en crise, vraiment. Donc effectivement, n'importe qui, en fait, finalement. D'ailleurs, il y a un mec, il a écrasé un cycliste il y a pas longtemps. Vous voyez. Donc, je veux dire, à un moment, on passe la première et puis on dépasse le trottoir, oui, mais Christophe, et on dépasse la piste cyclable. Tu vois bien que des personnages en crise dans le cinéma français, il y en a et qui ne sont pas tous traités de cette manière-là. On pourrait accorder une sorte d'intériorité, tu aurais pu être très calme, avoir une sorte de deuil très intérieur. Alors oui, que là, par exemple, moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène où tu écoutes pour la première fois le disque. Et en jeu, en montage, tu passes par des couleurs très différentes, tu te pètes la gueule, tu t'effondres, tu sors dehors, tu reviens, tu sautilles. Marcel et Benoît n'ont pas travaillé un jeu, une sorte d'intériorité comme ça, un peu secrète, qui passerait par le regard. C'est autre chose qui se... Oui, mais pour moi, ça passe par une intériorité, parce que pour que je tombe et que j'aille dehors et que je revienne écouter le disque, pour moi, j'ai besoin de me raconter que, en fait, il y a un problème, il faut que j'aille respirer dehors et que je me sens pas bien, en fait. Donc, après, on peut critiquer ou voir ce qu'on veut dedans, dans la psychologie ou pas la psychologie. Moi, je me suis juste raconté un truc basique. Voilà, que le mec, quand il entend ça, donc ça rejoint une idée de crise, c'est-à-dire que dans une idée de crise, t'as des gens, ils peuvent tomber dans les pommes soudainement, quoi, et puis c'est tout, et puis ça crée un truc dans le petit groupe qui est là, où il y a la personne qui tombe dans les pommes. C'est de la mise en scène, ça. De toute façon, il n'a pas dit je vais sortir dehors ou je vais tomber dans les pommes, c'était tout écrit comme ça. Et c'est bizarre que tu cites cette scène parce que sur toute la durée du tournage, qui a duré à peu près 2 mois, c'est le seul jour où il était chiant. Il a dit non, je veux tourner avec la musique. Je lui dis mais on ne pourra pas monter s'il y a la musique. Quand tu parles, c'est pas montable et tout. C'est le seul jour sur 2-3 mois. Et finalement, on a très bien réussi à monter. Il était génial, mais... Il avait gagné, vous avez mis la musique. Ouais. Enfin, le Star System, quoi, déjà. Vraiment, imposez-vous si vous avez des remarques, si vous voulez dire... Oui, voilà, parce que là, on est en circuit fermé, peut-être. Alors, je sais pas si... Ici, qu'il y a des micros, là-haut, je crois. Moi, Bon, après, vous n'êtes pas obligé. Non. Attendez, on ne sait jamais, parce qu'au fond, s'ils entendent pas... Bravo d'abord. Et je voulais savoir comment vous travaillez à deux, autant à l'écriture qu'à la mise en scène. Je pense que c'est, en fait, par exemple, au scénario, on ne travaille jamais ensemble. C'est des couches successives. Et je pense que c'est un peu pareil en tournage, c'est-à-dire bien qu'il faut être au présent, mais je pense que, en fait, on ne travaille pas comme un monstre à 2 têtes, mais on travaille plutôt comme une sorte de course de relais. Voilà. Et c'est un peu comme au scénario, c'est-à-dire, oui, c'est... On travaille, mais pas en même... Enfin, je sais pas comment dire... Enfin, non, c'est pas clair. Peut-être un jour sur 2. Pardon ? Vous n'écrivez pas les dialogues ensemble. Si, mais en fait, chacun fait une version par-dessus celle de l'autre. Et sur le tournage, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire, voilà, c'est du ping-pong. Voilà. Et
Moi, mes réalisateurs préférés, comme Jean-Yann ou Dino Risi et tout ça, je comprends pas qu'ils aient pas trouvé un alter ego pour travailler à deux. C'est tellement mieux de travailler à deux quand on a un petit coup de pompe et tout ça. Et bon, d'un autre côté, il y a des contre-exemples, c'est-à-dire les frères Cohen, les frères Tarelli, ils travaillent à deux et c'est génial. Enfin, c'est pas des contre-exemples. Ouais. Bah, bravo, merci pour le film. Et souvent, je me fais chier au cinéma. Et là, non, du coup. C'est génial, ça. Parce que le scénario est assez imprévisible et à chaque fois, je sais ce qui va se passer. Et pas là. Et du coup, c'est cool, ça fait du bien. Et vous aviez dit que c'était un film triste, déprimant et plein d'autres choses. Moi, j'ai pas trouvé du tout. J'ai trouvé ça super joyeux. Déjà, le fait que ça soit des personnages qui soient hors société et qui essayent de vivre autrement, c'est déjà, dans une société décadente, c'est déjà joyeux, en fait, au final. Et le fait que ce père décroche de la société aussi à ce moment-là et qui décide de revivre ce que vit sa fille, en fait, et de redonner de la vie là où il n'y en a plus dans cette utopie, ben moi, je trouve ça joyeux. Ça me parle et j'ai pas trouvé ça surjoué aussi. J'ai trouvé beaucoup de vérité et je n'arrive à la question. Parce que pas besoin de question, merci beaucoup. Mais j'en ai une aussi. C'est que j'ai l'impression que vous parlez de ma génération, du milieu underground. Et pourquoi, du coup, pourquoi ça vous parle? Pourquoi vous avez voulu... C'est une apologie du milieu underground, c'est ce qu'on aime. De toute façon, c'est pour nous un film ultra politique, donc merci pour tout ce que vous dites. L'avertissement de début, c'est parce qu'au début, quand on a commencé de présenter le film avec Marcia, on disait, vous verrez, c'est une comédie. Et les gens, au contraire, disaient, bah non, c'est super plombant. Donc on s'est dit, on va dire c'est plombant, comme ça on va nous dire que c'est plutôt joyeux. Donc on est content que ça marche. Mais en effet, c'est très très politique, c'est... quelqu'un qui était représentant dans le vin, qui découvre une nouvelle génération qui a décidé de vivre sur l'underground, sur comment elle avait envie de vivre. Et pour nous, c'est ce qu'on veut à travers le cinéma, c'est-à-dire un espace de liberté, c'est-à-dire toutes les valeurs contemporaines qui sont le fric, la célébrité, la reconnaissance et tout ça. Ces gens-là vivent à part et ont décidé que c'était ça la liberté. Et pour répondre par rapport à votre génération, en fait, effectivement, nous on voulait que cette génération soit la vôtre, soit vue par les yeux de quelqu'un de notre génération qui découvre un monde meilleur, en fait, d'une certaine façon, et qui va justement prendre ce chemin-là. Mais la porte d'entrée, c'est quand même quelqu'un de notre génération, plus ou moins. Oui, c'est ça. Christophe est plus jeune que nous, mais beaucoup plus jeune. Mais je veux dire, quand même, c'est voilà, bien sûr. Je dis pas. En fait, voilà, c'est à peu près. Voilà. Mais c'était l'idée. Voilà. Pour nous, c'était une chose. On a beaucoup parlé à l'ACID, c'est ça, c'est de se dire de. Oui. Vous vouliez dire quelque chose, non? Oui. Oui, juste pour finir. Oui. Oui, justement, ça m'a touché que ce soit pas parlé de, ce soit pas extérieur, mais justement on s'introduise dans l'histoire et qu'il y ait de la sympathie pour ces personnages, et non pas qu'on en parle comme si c'était quelque chose de triste, mélancolique, alors que c'est pas forcément le cas. Et aussi un autre truc, vous êtes fort, parce qu'il y a toujours ce personnage quand même, quand on est dans ces milieux-là, qui vend de la drogue, et qui fait un peu le papa, et qui a une emprise sur tout le monde, et qui est bizarre, et il est présent dans tous les groupes, celui-là, et incroyable. et voilà, merci. Ah oui, mais on nous a dit qu'on ne punissait pas suffisamment ce personnage dans le film. Une fois quelqu'un nous a dit ça, qu'il n'est pas assez puni. Mais nous, en fait, on voulait que la punition, à part la platine sur la tête, mais ce soit vraiment que son manuscrit soit refusé. C'était ça la pire punition pour cet écrivain. Pour nous, c'est évident que c'est l'archange de la mort, quoi. Mais on voulait que ce soit un personnage haut en couleur et pour lequel on ait de l'empathie aussi. Mais évidemment, c'est la pire des crapules. Et c'est marrant, oui, il appartient pas à une génération, il est traité de façon très burlesque. Oui, je voulais dire les gens du fond. Il a eu raison d'écouter Christophe.
parce que pour jouer cette scène, il entend la voix de sa fille qu'il n'a pas entendue depuis très longtemps, qui dit en plus son prénom, si j'ai bien compris les paroles. Ouais. Et c'était évidemment qu'il fallait le laisser faire. C'est n'importe quoi. Ouais, par rapport à cette histoire de génération, effectivement, il y avait une chose dont on avait pas mal parlé, c'est ça, c'est de se dire que à la fois c'est un film qui se met à la hauteur de gens qui ont entre 20 et 30 ans, mais qui fait pas semblant d'être fait par des gens qui ont 20 et 30 ans, par ce biais de Christophe, etc. Et moi je trouve que c'est aussi la part d'utopie que porte le film, c'est une forme d'amitié possible entre... Enfin, mine de rien, dans le cinéma français, montrer un homme de 50 ans et une jeune femme de 20 ans sans qu'il y ait aucune ambiguïté d'ordre sexuel et qu'il y ait une sorte de pure amicalité possible et d'horizontalité dans l'amitié, enfin quelque chose où ayant traversé ce deuil ensemble, il y a plus de rapport de pouvoir, quoi. Il y a une complicité à égalité qui peut se créer. Et ben moi je trouve que ça c'est un geste utopique dingue, enfin que c'est ça que porte le film, quoi. Ben, merci à vous. Et peut-être il y a encore une question. J'en ai une aussi. Pourquoi Marseille? Ça aurait pu... C'était la même alors. Du coup, c'est la dernière. Alors, en fait, nous, on habite à Marseille depuis 25 ans. Voilà. Et on a fait, en fait, avant ce film, nous avons fait 3 films autoproduits qui étaient un peu... déjà, c'était des esquisses de celui-là, un peu. Et c'est... Oui, dont un avec une super BO. Voilà, qui s'appelle Amour et synthétique. Et en fait, voilà, donc c'était la continuité de ce travail de réflexion sur l'endroit où on habite depuis 25 ans. Voilà. Mais c'est vrai que... Peut-être dire 2 mots de comment vous avez écrit par rapport à ces lieux aussi. Oui, en fait, c'était comme ça les films d'avant, c'est qu'on part des lieux. En fait, voilà. Donc on part des lieux, donc c'est des lieux qu'on connaît au quotidien. Donc c'est aussi pour ça, c'est les lieux qu'on fréquente en fait. Voilà. Donc voilà pourquoi Marseille. C'est une des villes les plus pauvres de France et qui déborde de vitalité. Et déjà c'est une idée en soi. Et l'autre question, c'était Marseille. Pourquoi Marseille? Ouais, c'était la même. Ouais. D'accord. Mais c'est la même personne qui a posé une question tout à l'heure. Oui, mais en fait, on adore ce qu'il dit, donc donc c'est bien. Parce que Stéphane Boudet n'est pas là, excusez-nous. Donc vous pouvez poser n'importe quelle question comme il n'est pas là. Mais monsieur a le droit, finalement. Et j'ai une dernière question, c'est par rapport à la musique. Donc j'ai entendu comment elle avait été composée, mais c'est par rapport au point de départ, vu que ça a une grande place dans l'histoire, et c'est au niveau de l'écriture et de la réalisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez composé en écoutant de la musique? Est-ce que, vous avez beaucoup pensé à la musique pour écrire ce film? Alors je pense qu'ils ont beaucoup pensé à la musique aussi en écrivant le film. J'étais pas dans le process d'écriture, mais en tout cas la musique, nous pour l'écriture, on avait comment on appelle ça, des directions, des espèces de références en fait musicales, de choses un peu qui allaient dans le même sens, plutôt électronique, plutôt punk électronique. Sachant que vous avez déjà beaucoup de références communes entre vous. Oui, et bien sûr, et c'est pour ça qu'on se comprend très vite en fait. Voilà, il n'y a pas de problème de compréhension en fait. Dès que nous on proposait quelque chose, ça collait un peu quand même à 90% à ce que eux voulaient. Donc c'était assez rapide finalement. Et nous on est autonome, on a un studio, donc c'est-à-dire qu'on travaille très vite. On est indépendant et on répond très vite en fait dès qu'il y a une scène ou quelque chose à faire dans l'urgence en tout cas, on sait répondre à ça très vite. Voilà. Très vite, mais en fait, très vite, l'idée, c'est quand même une idée utopique, mais à laquelle on croit, c'est le pouvoir d'immortalité de l'art. Et ce qu'il y a de génial, c'est que François a un studio, et autant on est limité
sur le temps de tournage, de post-production, autant avec eux en studio, c'est génial. On peut passer du temps, on est sur une scène. Bien sûr, parce qu'on ne paye pas le studio à l'heure, c'est normal. C'est génial. On est tellement dévoués pour ça, c'est sûr. Et on passe un temps délirant avec du timecode. Non, il faudrait peut-être que le beat parte là et tout ça. Et eux, ils sont d'une patience énorme. Et on refait. Donc, on voulait vraiment que le film soit soulevé par la vie, la musique. Et c'est comme ça qu'on a passé un temps dingue en studio et que c'est une fusion totale. Exact. Donc juste pour dire, voilà, pour terminer sur la musique, la BO sort donc avec les musiques qui sont dans le film, mais il y a aussi 33 morceaux en bonus qu'on a fait, qui n'ont pas été sélectionnés, sur le Bandcamp du label de l'audio. Voilà, donc il y aura toute la musique bonus, non retenue pour le tournage en tout cas, qui sera là, quoi. C'est un choix. Et les scènes coupées, on peut les voir où? Ah, ça, je sais pas. Là, je sais pas. Bah, merci beaucoup. Merci. C'est moi. Voilà. Oui, parce que photogénique, mais en espagnol, voilà. Donc comme c'est ma langue maternelle, peut-être que c'est pour ça, mais ça veut dire photogénique. Et on trouvait que c'était bien pour ces filles, comme voilà. Vénus, Brune, Angèle, pour nous, c'est vraiment une description de ce qu'on aime, une beauté différente, une vraie beauté photogénique. Photogénico en espagnol. Mais en italien. Et Christophe. Christophe, mais seulement en slip. Dommage qu'il ne soit pas en slip ce soir. Il voulait, mais on l'a empêché. Je suis en slip, madame. Je ne sais pas si vous habitez Montreuil, mais en général, je vais chercher mon pain en slip. D'accord. Au bout de la rue Molière. Ah ouais, bah alors voilà. j'irai. Moi, j'y vais en général vers 11h le mardi. Tous les mardis, je suis en slip rouge chez Leïla. Voilà. D'accord. Merci à tous en tout cas. Merci. À mardi 11h.